Est-ce que c'est allumé, cette affaire-là? Hmm, je pense que oui. Je pense qu'on peut commencer. Oui. Bon, je pense que nous sommes maintenant prêts afin d'accueillir notre invité. Allons-y. Et attention, on y va dans 3, 2, 1, action. Salut tout le monde. Je pense que vous avez réalisé qu'on ne se retrouve pas dans le même studio que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur le plateau du long métrage réalisé par Jocelyn Forgue. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de filmer et de pouvoir découvrir le plateau. On est très joyeux d'être ici. Venez explorer avec nous. Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du Balado Franco. Je me présente Cassandra, votre animatrice de cette série. Est-ce que vous aimez le cinéma franco-ontarien? Si oui, vous avez de la chance car aujourd'hui nous allons rencontrer un pro du cinéma. Notre invité aussi a fait plein d'émissions et des films pour tous les âges, une grosse variété. Est-ce que vous avez deviné c'est qui? Sinon, laissez-moi vous donner quelques indices. Il a créé un film de Noël super intéressant qui est très reconnu dans la communauté SDG, surnommé Noël en boîte. De plus, il est originaire de Moose Creek et il a créé une série qui se surnomme La Gang de hockey. Accueillons chaleureusement M. Jocelyn Forgue. Bonjour. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, merci. Mais je sais que vous êtes super occupé en ce moment avec votre long métrage. Oui. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous Ça me aujourd'hui. fait plaisir. Donc, pouvez-vous vous introduire à la communauté et parler comment vous êtes impliqué dans la communauté francophone? Alors, moi, je suis originaire de Moose Creek. J'ai grandi à Moose Creek. Je suis né à l'hôpital Hôtel-Dieu à Cornwall et j'ai grandi à Moose Creek sur une ferme laitière. Et j'ai fait donc mon primaire à Moose Creek, mon secondaire à Castleman. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre des études en théâtre. Donc, je suis allé à Los Angeles. J'ai fait des études en anglais. Et ça m'a apporté dans l'Ouest canadien pendant de nombreuses années, principalement en Saskatchewan. Et depuis 2000, j'ai décidé de revenir dans mon village natal de Moose Creek, où je poursuis une carrière de parfois comédien, mais surtout scénariste et réalisateur. Wow, mais c'est vraiment captivant de vous entendre parler que vous vivez dans les deux mondes, devant la caméra, derrière la caméra. Est-ce que vous avez peut-être un moment coup de cœur de tout ça? J'aime mon métier, j'adore mon métier et je pense qu'au cours des années, ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est que j'aime raconter des histoires, que ce soit comme comédien, que ce soit comme scénariste ou comme réalisateur. C'est vraiment de partager, de faire vivre des émotions à un public. Est-ce que faire des émotions, surtout avec le corps, le visage, est-ce que des fois ça impose certains défis? Des défis, bien, je pense que ça commence toujours par une bonne idée ou une bonne histoire. Ça nous prend une bonne histoire solide, je dirais, pour justement pouvoir ensuite créer des personnages autour de ça et bien les camper dans une atmosphère particulière. Oui, c'est très intéressant de vous entendre parler de tout ça. En parlant de votre long métrage qui s'intitule Et maintenant, comment est-ce que ce film-là fait lien avec la francophonie, justement? Bien, c'est-à-dire que, un, ça se déroule en français. Oui. Deux, moi étant originaire de Moose Creek, et puis, donc, j'écris, souvent, les scénaristes écrivent en partie à partir de leur vécu. Oui. Donc, c'est sûr que je connais bien l'Est ontarien. Et puis, donc, pour moi, cette histoire-là, dans ma tête, se situe dans l'Est ontarien. Il y a à la fois la campagne et il y a la ville aussi, parce que c'est un personnage qui habite à la campagne, mais qui a un cancer. Il doit subir des traitements, donc il doit se diriger à la ville pour subir ses traitements. C'est quand même intéressant. Puis je sais que dans votre film Noël en boîte, Oui. justement, vous avez filmé ça, ça au nord. Oui. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ça? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit-là? Bien, c'est sûr qu'au Canada, la production, que ce soit télé et surtout cinéma, on n'est pas américain. C'est pas Hollywood. Ouais. On n'a pas les budgets des Américains. Oui. Donc, il faut aller là où est l'argent aussi.
Parce que Ouais. le plus difficile, c'est de trouver, puis ça prend des grosses sommes d'argent. Ça coûte très cher. Mhm. Donc, pour trouver ces sommes-là, ben, il y a différents investisseurs un peu partout. Et il y a un fonds dans le nord de l'Ontario qui permet aussi de faire des séries télé ou des films. Alors, à ce moment-là, on a fait appel à ce fonds-là. Ils nous ont accordé les fonds, mais pour ça, il faut tourner dans leur région. Donc, Noël en boîte a été tourné à North Bay et Mattawa, Oui, principalement. OK. Et puis, mais celui-ci, on a trouvé d'autres fonds qu'on OK. pouvait tourner chez nous, dans notre région. Oh, wow, mais c'est vraiment bien. Oui. En parlant aussi de différents accents, de différents endroits, est-ce que vous avez déjà vécu de l'insécurité linguistique? Et si oui, comment est-ce que vous l'aviez géré? Énormément. Oui. Oui, je pense que, je dirais pas nécessairement à l'école élémentaire, puis peut-être pas au secondaire, parce que j'ai quand même fait mon élémentaire et mon secondaire en français. Donc, on est vraiment immersé dans Ouais. un monde, une culture francophone à ce moment-là. Mais c'est sûr que dès que on sortait, disons, en ville, par exemple, ou si on faisait des voyages, des choses comme ça, tu sais, je me suis souvent fait dire, ah, toi, t'es pas français de France, t'es pas québécois, donc t'es pas un vrai francophone. Hmm. Et c'est sûr que je dirais, quand on est jeune et à l'adolescence, je pense que ça vient un peu nous marquer parce qu'on est en train de construire notre identité. Et quand on se fait dire, mais t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça, à un moment donné, on se demande, mais je suis qui? Mais je pense que une fois que je me suis retrouvé dans l'Ouest canadien et j'ai découvert la Françaiscoisie. Et le temps que j'étais là, dans ma vingtaine, je pense que j'ai vu la Françaiscoisie, les gens là-bas, comment dire, travaillent fort pour garder leur culture. Et ça a comme résonné dans ma tête. Et puis, et là, je me suis dit, ah tiens, c'est à moi de définir c'est quoi ma culture. C'est pas aux autres de me dire Hmm. qui je ne suis pas ou qui je suis, c'est à moi de le définir. Et puis, j'ai essentiellement toujours travaillé en français. Je travaille aussi en anglais, mais je travaille beaucoup en français. Et puis, au cours des années, je me suis défini. Wow! Mais quand vous parlez, genre, de pouvoir garder et de pouvoir garder sa culture, justement, quand vous avez déménagé à Los Angeles pour faire vos études, est-ce que vous avez vécu cette insécurité-là, justement? Non, parce que je pense que j'étais vraiment en immersion anglaise, je OK. dirais, parce qu'à Los Angeles, là, il y avait une personne avec qui je pouvais parler français, tous les autres étaient anglophones. Et puis, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à Los Angeles, le fait que j'étais francophone était célébré. Les gens OK. trouvaient ça formidable qu'il y avait quelqu'un qui pouvait parler français. Tandis que parfois, dans certaines de nos régions où on est minoritaire, Mhm. parfois, c'est parfois mal vu quand on parle français entre nous en public ou des choses comme ça. Tandis qu'à Los Angeles, les gens me demandaient de parler français. Donc, il y avait comme une petite célébration derrière ça. Donc, en parlant français à Los Angeles et de peut-être montrer aux autres c'est quoi cette langue-là et cette culture franco-ontarienne, est-ce que c'est comme ça que vous avez gardé votre francophonie en étant dans un coin comme à Los Angeles qui est majoritairement en anglais? Bien, c'est-à-dire que j'ai habité un peu partout au Canada. J'ai voyagé un peu partout au Canada aussi. Mhm. Et je dirais que je me définis, c'est sûr, de naissance franco-ontarien, mais je me définis comme franco-canadien. Parce que j'ai quand même habité dans l'Ouest canadien longtemps, où je travaillais aussi en français. Donc, et j'ai appris à connaître tu sais, les franco-manitobains, les fransaskois, franco-albertains, tout ça. Donc, je pense que j'ai quand même une bonne connaissance et conception de la francophonie canadienne en général. Donc, et comme j'ai habité là-bas aussi, ben, je me définis comme franco-canadien aussi, je dirais. Psst, j'ai une surprise pour vous. Avant de continuer le balado, j'aimerais pouvoir partager avec vous un moment magique que j'ai vécu avec Madame Christelle Viduca, la productrice du long métrage Et maintenant. Voici. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment choyée de pouvoir poser quelques questions à Madame Viduca, la productrice du film Et maintenant. Alors, pouvez-vous vous présenter à la communauté? Qui êtes-vous et quelle est votre implication au sein de la communauté francophone? Oui, ben mon nom est Christelle Viducache. Comme ça a été dit, je suis la productrice du dernier long métrage de Jocelyn Faure qui s'appelle Et maintenant. Oui. Et je suis également la propriétaire de la maison de production Atomédia, qui est principalement, on produit du contenu francophone, beaucoup de jeunesse, autant on a fait des projets de dramatique que documentaire, que fiction, et c'est notre premier long métrage sous la compagnie. Wow! On est bien fiers de pouvoir le faire. Est-ce que vous avez un genre, vous avez parlé de documentaire, de fiction, est-ce que vous, personnellement, vous avez un genre préféré? Non, pas du tout. Ma compagnie, quand je l'ai ouvert, j'ai 3 filles, puis elles sont
petite, à ce moment-là, quand j'ai ouvert. Donc, je produisais beaucoup de contenu en français. Je voulais que c'est du contenu que mes enfants regardent. Et ça a évolué maintenant qu'elles sont plus grandes, en plus adultes. Oui, définitivement. Puis c'est bien d'avoir du contenu pour tous les âges, pour la jeunesse, afin d'avoir une bonne représentation franco-ontarienne. Est-ce que vous avez déjà vécu des enjeux dans le domaine cinématographique avec le cinéma franco-ontarien? Cinématographie, oui. Je pense que c'est un des, je dirais, des projets les plus difficiles à financer. Parce que pour pouvoir avoir du financement, il faut qu'on demande à Téléfilm Canada, qui est la source principale de financement. Et eux, c'est très difficile parce qu'on soumet à Montréal, étant un scénario en français. OK. Puis on se bat avec tous les Québécois. Donc, on se bat avec toutes les productions québécoises. Et c'est très difficile d'obtenir du financement. Pour vous dire à peu près, ce long métrage, quand je l'ai soumis à Téléfilm, il y a eu 137 demandes. Wow. De 137, ils ont choisi seulement 7 projets. Wow. De ces 7 projets, on est le seul qui est hors Québec. C'est incroyable. Donc, on est vraiment content, on est joyeux. On est très reconnaissant de cette opportunité de pouvoir le faire, car c'est important de pouvoir produire en Ontario en français. C'est important que les gens se reconnaissent, qu'ils voient l'authenticité dans notre contenu. Et je pense, peu importe, comme tu disais, qu'est-ce que j'aimais produire, ou, du moment que c'est authentique, que ça reflète la culture et nous. Donc, je pense que c'est très important. Pour vous, la culture franco-ontarienne ou francophone en général, c'est quoi? Moi, je suis arrivée au Canada en 1996, de France. Wow! Et j'ai adopté Ottawa comme ma ville. Oui. Puis, plus de 25 ans que je suis ici. Important, je trouve que c'est le Canada en général et Ontario est tellement multiculturel. Et de voir notre langue en français était faite dans différentes ethnicités. Oui. C'est la beauté de l'Ontario, c'est la beauté du pays. Ouais. S'il y aurait quelqu'un qui écoute justement, qui aimerait ça, se mettre en production et d'étudier là-dedans, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Oui, je parle souvent, je fais des présentations pour les écoles. J'essaie de promouvoir le plus possible, de développer du talent, car nous en manque. Des fois, étant en minorité, c'est difficile d'avoir que du personnel francophone. Ouais. Et donc, il faut développer plus de talent, il faut que les gens s'intéressent à notre industrie, qu'ils viennent travailler avec nous, parce que c'est le futur. Donc, si petit à petit, il y a moins de monde qui se lance dans notre industrie, nous, en tant que producteurs, on aura moins de main-d'œuvre. Ouais. Et toute formation que je fais, que j'aide, je pense que c'est important pour le futur de l'industrie en français. Définitivement. Donc, est-ce que vous avez écouté ça? C'est important de s'impliquer dans ce qu'on est intéressé, de s'impliquer en français. Alors, c'est vraiment un bon conseil, un bon commentaire que vous avez partagé. Merci. Oui, puis je dirais, si vous voulez lancer dans l'industrie, commencez par la figuration, parce que c'est là où vous voyez tous les plateaux de tournage, puis comment ça se déroule, puis vous pouvez voir à peu près les tâches de chaque poste. Puis ça permet de vous donner un petit peu à l'idée qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais d'essayer, ce serait intéressant. À part la figuration, est-ce qu'il y aurait d'autres choses aussi que les gens pourraient s'impliquer pour commencer? Nous, on fait beaucoup, on prend des stagiaires, on fait appel à collaboration avec la Cité collégiale à Ottawa, puis même les écoles secondaires qui ont des programmes en télé, on prend des stagiaires. C'est vraiment, je pense, c'est sûr que vous commencez quand vous commencez dans l'industrie, vous commencez comme assistant de production. Oui. Ça veut dire que vous faites un peu tout. Mais ça vous permet de voir également tous les autres postes et puis de monter en grade, éventuellement trouver ce que vous voulez faire. Donc, ne pas lâcher. Ne pas lâcher. C'est un super bon conseil à donner. Okay. Donc, je pense qu'on va conclure comme ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce segment avec Madame Viduka. Et maintenant, de retour au balado. Alors, dans tous les projets que vous avez faits, comme les longs métrages, vous avez fait des séries pour la jeunesse aussi, c'était vraiment intéressant. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai beaucoup aimé la diversité dans vos travaux. Comment est-ce que vous représentez la francophonie dans vos travaux? Vous en avez déjà parlé, mais comment est-ce que vous faites la promotion de la francophonie dans vos projets? Bien, souvent, je vais parler, quand on parle aux investisseurs, aux télédiffuseurs, je vais parler des francophonies. Je ne parle pas de la francophonie.
parce que je pense qu'il y a différentes couleurs, il y a différents accents. Oui. Juste en Ontario, tu as l'accent tu sais, franco-ontarien de l'Est, Ouais. tu as le Nord aussi, tu as le Sud, tu as le Nord-Ouest, et les francophones de Toronto, on a tous nos accents. La françaiscoisie, c'est pareil, même en Saskatchewan, il y a différents accents dans différentes régions. Les Acadiens ont leur accent aussi, Oui. parfois on parle d'accent québécois. Donc déjà, moi j'aime les accents, j'aime la couleur de la langue française. Je me dis qu'une langue, c'est là en premier pour communiquer. Alors, en autant qu'on se comprend, déjà, on a réussi. Donc, parfois, les gens disent, oh, je parle mal français. Mais pour moi, c'est déjà, si on a réussi à se comprendre, c'est un bon début. Ben oui. Après ça, parfois, si jamais il y a des petits anglicismes ou des expressions locales, moi, ça m'amuse aussi, les expressions locales, puis on apprend à découvrir justement. Donc, je parle des francophonies dans ce sens-là. Et oui, c'est le fun d'apprendre des accents d'ailleurs, des expressions. Comme moi-même, j'ai été faire un programme d'échange en France. Oh, Puis j'ai pu apprendre aussi à apprécier différentes cultures, à s'adapter, oui. à apprendre. Donc c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moi aussi, je l'ai vécu dans un sens, donc c'est vraiment cool. Comment est-ce que vous vivez votre francophonie en 2024? Je pense qu'en 2024, moi, en tout cas, je remarque et je ressens beaucoup plus d'ouverture de la part de la société sur, je dirais, le multiculturalisme, qui inclut aussi la francophonie là-dedans. Je pense que c'est... donc, on entend différentes langues, on a différentes cultures maintenant. C'est peut-être moins homogène anglophone, comme ça l'a déjà été, l'Ontario. Je pense que maintenant, on s'est vraiment varié. Et puis, cette diversité-là doit être célébrée, qu'importe la culture ou la langue. Mais je pense que ça l'a ouvert une certaine place à la francophonie. Définitivement. C'est tellement beau aussi d'avoir la diversité parce qu'un monde sans diversité, ça serait tellement plate. Donc, c'est vraiment beau d'apprécier ça. Puis, donc, merci pour ton partage. Donc, comment est-ce que votre parcours a-t-il influencé votre perception de la francophonie? Bien, moi, j'ai été élevé dans une famille francophone. OK. Donc, à la base, la radio, la télévision, c'était surtout en français à la maison. Puis c'est bien avant l'ère de l'Internet et tout ça. Donc, ça se passait en français dans mes deux familles, de mon père et ma mère, mes oncles, mes tantes, c'était des francophones aussi. Donc, tout se déroulait pas mal en français. À l'école élémentaire, j'ai fait mes études en français. Au secondaire, j'ai choisi d'aller à une école francophone pour le secondaire. Donc, je dirais que j'ai toujours baigné dans la francophonie. Donc, pour moi, je me posais pas de questions à ce niveau-là, dans le sens que c'était en français, c'était ma langue, c'était ma culture. C'est sûr, je pense que c'est à l'adolescence. Puis, quand on est jeune adulte, c'est là que tranquillement, on commence à découvrir davantage d'autres cultures. On a de nouveaux amis qui n'ont peut-être pas nécessairement le même background, ils n'ont pas la même culture, tout ça. Et puis, tranquillement, c'est là qu'on voit, et c'est là à ce moment-là, je pense qu'on vient qu'à se définir un petit peu, puis qu'on vient qu'à s'attacher un peu à nos racines, je dirais. Est-ce qu'il y a un moment que vous avez vécu qui vous a vraiment défini en tant que franco-ontarien? C'est une très bonne question. Je pense que quand Noël en boîte est sorti, Oui. donc mon premier long métrage en 2018, j'étais très, très fier. C'était peut-être un addon, mais j'étais très, très fier et je suis toujours très fier de dire que c'est un film 100% ontarien. Donc, tous les gens qui ont travaillé devant la caméra, derrière la caméra, au montage, les compositeurs de musique, ainsi de suite. Donc, tout le monde venait de l'Ontario. Déjà, en partant, c'est assez rare dans ce sens-là. Et puis, mais de voir la réception du film dans les salles. J'étais invité parfois à aller présenter le film ou dans des festivals et de voir les salles combles, de voir la francophonie de l'Ontario qui sortait. Et ça l'a fait du bouche à oreille tellement rapidement que je me souviens, je recevais des requêtes de théâtre, de cinéma sur Facebook pour dire est-ce qu'on peut se procurer le film? On aimerait le présenter dans notre communauté. Et là, tout à coup, le film était joué à Hearst, il était joué à Timmins, il était joué à toutes sortes d'endroits, un peu partout en Ontario. Et puis, et on me disait, ben, on a fait salle comble, est-ce qu'on peut le garder encore une semaine parce qu'il n'y avait pas assez de sièges? Wow. Puis là, on disait, ben oui, tout à fait. Et puis là, on me disait, bon, on va le garder une deuxième semaine parce que c'était salle. Et là, je me disais, wow, tous ces gens-là, tous ces francophones ou francophiles peut-être, se rendent au cinéma pour voir ce film-là. Et les gens nous écrivaient à travers la plateforme Facebook. Et puis, les gens se reconnaissaient là-dedans. Puis je me disais, je dis ça, moi, ça m'a touché de voir qu'il y avait autant de francophones qui pouvaient se reconnaître dans une œuvre que tu as créée.
C'est vraiment important de pouvoir se reconnaître à la télévision. Oui. Puis moi, je pense que pouvoir voir des choses plutôt en Ontario français, c'est tellement beau. Donc, ouais, non, je suis vraiment, vraiment fière de ma culture. Puis de pouvoir la voir sur un écran, c'est juste vraiment incroyable. Donc, merci d'avoir fait ça. C'est vraiment un super beau projet que vous avez fait et que vous continuez à faire. Ah oui, oui. Donc, si on pense à l'avenir, aux futures générations, qu'est-ce que vous aimeriez offrir à ces futures générations-là francophones que peut-être qu'on vit des difficultés en ce moment à obtenir? Bien, c'est sûr qu'il faut continuer de demander et d'exiger nos services en français, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit ne cesse pour aller renouveler notre permis de conduire, ainsi de suite. On est francophone, d'après moi, on y a droit. La loi est là, donc il s'agit de faire la requête. En même temps, je dirais qu'il faut être consistant aussi, parce que je suis sûr, si je demandais à plein de francophones, est-ce que votre système d'exploitation sur votre téléphone, est-ce qu'il est en anglais ou en français? Ou votre ordinateur à la maison, ainsi de suite. Puis ensuite, bien, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, c'est prouvé. Notre éducation en français en Ontario est tout aussi bonne, si pas meilleure qu'en anglais. Donc, il n'y a pas de choix nécessairement à faire à ce niveau-là. Et puis, après, bien, c'est aussi de profiter de la vie en français. Donc, c'est pas juste parfois, j'entends, il faut se battre pour le français. Oui, peut-être, mais il faut aussi vivre en français. Il faut profiter de la vie en français. Définitivement, je suis complètement d'accord. C'est important de pratiquer notre langue afin de pouvoir la montrer et la partager à tout le monde. Donc, je pense que c'est un bon temps pour pouvoir choisir un fait saillant sur la francophonie de la communauté SDG. Oui, parfait. Donc, je vous laisse choisir. OK. J'ai choisi un billet au hasard. Ah oui, c'est ça. Puis là, peux-tu le regarder avant ou non? Oui. Je te laisse lire. Super. Donc, en 1948, le premier collège de Cornwall était situé dans une maison sur la rue Lawrence, où seuls les garçons avaient accès à l'éducation. À partir de 1964, les filles ont été autorisées à étudier pour obtenir un baccalauréat. Donc, c'est vraiment impressionnant d'avoir un collège francophone, justement, à Cornwall, qui était dans une petite maison, où il y avait des prêtres et tout ça, qui étaient vraiment comme des profs. Et ensuite, au début, vraiment, c'était juste les garçons qui avaient le droit à cette éducation-là. Et ensuite, les femmes ont pu aussi appliquer dans ce programme-là. Donc, il y a eu cette évolution-là en français à Cornwall. Donc, c'est quand même bien d'avoir vu ça. Donc, très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, l'éducation en français? Bien, j'allais dire, moi, quand j'étais en Saskatchewan, j'ai enseigné dans un collège privé qui avait été établi en 1918 par les Oblats. Alors, pendant de nombreuses années, c'était un collège pour les garçons. Puis je pense que c'est en 1976 qu'il s'est devenu un collège laïque. Et là, ils ont permis aux femmes de s'ajouter à ça. Moi, j'étais là de 1990 à 1999. J'ai enseigné à ce collège-là. Oh, wow! Oui. C'est vraiment intéressant d'avoir des liens comme ça. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment apprécié de vous connaître, apprendre à connaître le cinéma francophone et aussi même la communauté de l'Est ontarien et tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter? Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Et puis, continuez à vivre en français. Profitez-en. C'est un super bon conseil. Alors, si vous voulez en savoir plus au sujet de notre invité, allez écouter le balado de ma collègue La Petite Histoire de Marianne Delmébarquier. Alors, n'oubliez pas de revenir sauter dans notre étang la semaine prochaine. Au revoir!